De plus en plus souvent, on fait quand même très attention aux hôtels où on va et comment on les choisit, parce qu'il y a des hôtels qui ont été bombardés. On me dit les gens se réfugient et dorment dans le métro. La population ukrainienne est fatiguée par ces combats. La réalité de la guerre, elle est dure, elle peut être très cruelle, et donc il faut filmer, il faut raconter ça. On peut filmer, mais la vraie question c'est est-ce qu'on diffuse? Tu as des hommes qui se terrent chez eux, qui ne sortent plus pour ne pas être vus et donc ne pas partir sur le front. Quand on peut essayer de relâcher un peu la pression, on le fait. Le réflexe, début d'une guerre, on interdit totalement l'alcool. J'avais jamais vu ça et j'ai trouvé ça pas con. La guerre a vraiment évolué. C'est vraiment la guerre de demain, en fait. À quoi ressemble le quotidien de nos envoyés spéciaux en zone de crise? Comment travaillent-ils? Quelle est leur vie sur place? Je m'appelle Robin Bernot. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans le premier épisode de Retour de mission sur les réseaux sociaux, la page YouTube et bfmtv.com. Une émission pendant laquelle, pendant environ 1 heure, on va vous emmener en reportage, mais côté coulisses. Pour ce premier épisode, on va s'intéresser à notre couverture journalistique en Ukraine, la guerre en Ukraine. Un épisode que vous pouvez regarder, mais que vous pouvez également écouter en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Autour de moi, j'ai la chance d'avoir pour ce premier épisode Élise Phillips. Tout d'abord, bonjour Élise. Salut. Élise Phillips, rédactrice à BFM TV. Tu es partie 7 fois en Ukraine. Oui. On a également Théo Touché, JRI, donc journaliste reporter d'image. On te retrouve derrière la caméra. Ouais. Tu es allé 9 fois en Ukraine. Et puis Nicolas Poincaré, journaliste et rédacteur en chef de l'émission de reportage Ligne Rouge. Merci d'être avec moi pour cette première. Votre point commun à tous les trois, c'est que vous avez chacun couvert la guerre en Ukraine. Alors à différents moments du conflit, que ce soit à la télé, à la radio ou les deux en même temps. Pour démarrer, je vous propose de revenir quelques années en arrière. On va aller en 2022. On est le 24 février et là, tout le monde se réveille en allumant la radio, en regardant la télé avec une info. Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Édition spéciale sur BFM TV. La guerre a éclaté cette nuit sur le continent européen. À ce moment-là, quand vous vous réveillez, vous aussi, vous vous dites quoi? Alors moi, je ne l'ai pas appris en me réveillant parce que j'étais réveillé, parce que je remplaçais Pauline de Malherbe qui était en vacances et je présentais la matinale d'RMC. Donc j'étais debout et si mes souvenirs sont bons, donc on préparait une matinale normale. On s'y attendait pas, alors que depuis plusieurs jours, les Américains n'arrêtaient pas de dire attention, ça va se passer, mais vraiment personne n'y croyait. Et donc à 4 heures du matin, je me souviens des urgents de l'AFP qui disaient les chars russes sont en train de rentrer par la Biélorussie, si mes souvenirs sont bons au début. Et puis surtout, ils bombardaient partout jusqu'à Lviv. Donc moi je connaissais l'Ukraine, j'étais allé 2-3 fois, mais on s'est jeté sur des cartes quand même pour voir que Lviv c'était qu'à 30 km de l'Europe, de la Pologne, qu'il y avait des frappes à Kharkiv, qu'il y en avait à Odessa. Enfin on a compris, c'était sidérant, c'était vraiment sidérant. C'était l'attaque d'un grand pays au cœur de l'Europe par l'armée russe, c'était très spectaculaire. Et quand est-ce que Nicolas ou Élise, vous avez su que vous alliez partir en Ukraine? Au bout de combien de temps on vous l'a annoncé? Moi, c'était un petit peu plus... après quelques semaines de conflit, après 3 semaines de conflit, avec une collègue à l'époque, Anaïs Kraut, on est parti d'abord en Moldavie, parce que la Moldavie était un pays qui s'inquiétait déjà à l'époque, dès le tout début de la guerre, d'être attaqué, d'être sur la liste de Poutine dans un second temps. Et donc, on est parti tout début mars pour la Moldavie. On a fait 1 semaine et ensuite, on est parti en Ukraine, à Lviv, pendant 2 semaines. Donc, au tout début du conflit, quoi. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Vous avez une formation? Parce qu'on part pas sur un terrain de guerre comme ça, comme on part, par exemple, pour couvrir un procès, couvrir des inondations ou autre. Comment ça se déroule, Théo, peut-être? Ça dépend des rédactions. Nous, on a à BFM TV, en fait, on a une formation qui est propre à la chaîne. Et en fait, on va partir d'abord 5 jours en Normandie, à Vernon, avec une formatrice spécialisée en gestes de sauvetage d'urgence, qui va nous faire découvrir plusieurs scénarios. Et en fait, en communauté, avec quelques collègues, que ce soit de RMC, que ce soit de BFM, on va justement s'entraîner à ces gestes de sauvetage d'urgence, mais on va aussi évoquer d'autres scénarios, typiquement des attaques de snipers, des attaques aussi où il faut s'enfuir en pleine nuit. Donc une formation qui est vraiment propre à BFM, mais que d'autres médias font. Il y a aussi la formation qui a lieu à Collioure chaque année pour former des journalistes justement au terrain de conflit. Et puis celle-ci est dispensée par l'armée. Exactement. Oui, donc c'est vraiment très encadré, vous partez pas n'importe comment. Et est-ce que vous savez pour combien de temps vous partez? Non, moi j'avais fini ma semaine de présentation de la matinale, donc, ouais. Et puis après, en partant, j'avais dit si je peux vous aider ici ou là-bas. Et
directeur de la rédaction d'RMC, il m'a rappelé après, il m'a dit, il paraît que tu as dit que tu étais prêt à y aller, tu plaisantais ou pas? J'ai dit non, je ne plaisantais pas, si vous voulez, j'y vais. Et donc, en fait, je crois qu'ils étaient rassurés de m'envoyer parce que j'étais déjà assez vieux. Et donc, ils se disaient, ça, voilà, il doit savoir, il doit connaître. Expérimenter, on dira. Et donc, ta question sur la formation est marrante parce qu'effectivement, il y avait, dans les premiers jours à Kiev, c'est vrai qu'il y avait une inquiétude parce qu'on ne savait pas si la ville allait être encerclée ou pas. Les Russes étaient vraiment très très près, à Boutcha d'un côté, et on ne savait pas si on n'allait pas se retrouver encerclé dedans, donc il y avait une part de risque comme ça. Et il y avait des journalistes de tous âges, comme souvent, hein, quand un conflit démarre comme ça, il y a plein de gens qui arrivent, il y a des pigistes qui débarquent, qui étaient en poste, je pense à une fille qui s'appelle Maureen Mercier, qui était en poste à Tunis, et qui a eu le réflexe de foncer là-bas en se disant, je vendrai jamais mes piges à Tunis, vu ce qui se passe à Kiev, autant aller à Kiev, et elle y est toujours d'ailleurs. Et l'idée que les jeunes, ce serait dangereux de les envoyer parce qu'ils connaissent pas, et que les vieux, c'est plus rassurant parce qu'ils connaissent mieux, elle est débile. Ouais. Quand on se fait bombarder, on se fait bombarder. C'est pas une question d'âge, quoi. Les formations dont on vient de parler, moi, j'en ai jamais fait, mais on apprend notamment les gestes d'urgence. Donc ça, effectivement, ça peut être très utile. Par contre, apprendre ce qui peut se passer dans une ville en guerre, non. Mais justement, c'est hyper intéressant, Nicolas, parce que toi, Théo, ça a fait partie de tes premières missions d'aller en Ukraine quand tu es arrivé chez BFM un peu plus tard. C'était en 2023. Pas première mission, mais premier terrain de conflit, effectivement, ouais. Parce que, en fait, au bout d'un an de guerre, il y a aussi une certaine lassitude. Et nous, on avait ce principe de rotation. On envoyait, à l'époque, c'était 2 équipes en permanence. Ensuite, on a basculé à 1 équipe pour continuer de couvrir le conflit. Mais au bout d'un an, en fait, déjà, nous, les équipes, il y en a beaucoup qui sont passés par là, qui sont allés en Ukraine, donc qui étaient fatigués, donc il a fallu renouveler. Et moi, justement, je suis arrivé à un moment où c'était un peu le creux de la vague, où il y avait moins de demandes de la part de la rédaction parce que beaucoup étaient fatigués, ce qui est normal après avoir autant couvert ce conflit. Et donc moi j'ai pu en profiter justement pour partir en Ukraine à ce moment-là. Et justement, comment on se rend en Ukraine? Parce qu'il n'y a plus aucun vol. Février 2022, Air France interrompt tous ses vols pour aller à Kiev. Il faut prendre un peu d'avion, beaucoup de voitures aussi, j'imagine. Beaucoup de voitures, ouais, beaucoup de voitures. Généralement, ce qui se passe, et d'ailleurs, on va en Ukraine aujourd'hui de la même manière qu'on y allait il y a 3 ans, parce que les conditions n'ont pas changé, donc on prend un avion jusqu'à Varsovie, et puis nous, en tout cas, à BFM TV, c'est le cas, on prend ensuite une voiture jusqu'à Kiev, donc on roule beaucoup. Ça prend généralement 2 jours entre le moment où on part à Paris et le moment où on arrive à Kiev, parce qu'il y a 10-12 heures de voiture entre Varsovie et Kiev, sans compter le passage à la frontière qui peut être très long, avec parfois des files de voitures interminables, et ça prend du temps, on vérifie le matériel, etc. Donc c'est long, c'est un périple déjà d'arriver en Ukraine. Il y a des contrôles, il y a pas mal de soldats aussi qui arrêtent les voitures. J'ai une photo à vous montrer. C'est une photo que tu as postée sur ton compte Twitter, sur ton compte X, Nicolas. Cette photo, on va la voir s'afficher dans l'écran juste à côté de nous, en voiture, avec un soldat ukrainien qui tend une tulipe. C'était un checkpoint, un point de contrôle à l'entrée de la ville de Kiev. Et effectivement, le soldat, quand il a vu qu'on était français, je ne sais pas pourquoi il avait une fleur sur lui, il me l'a donné. C'était un geste de bienvenue, quoi. Je crois que ça veut dire qu'ils étaient contents de voir que la presse étrangère allait s'emparer du sujet. Voilà. Et je crois que c'est un réflexe assez classique dans toutes les guerres. Quand on en est victime, quand on vit sur place, on est généralement content, à court terme en tout cas. Après, parfois, ça se passe moins bien, mais de voir la presse étrangère qui arrive, ouais. Qu'est-ce que vous dites? Parce que j'imagine que c'est un échange assez rapide en anglais, peut-être. Oui, parce que je crois qu'on n'avait pas d'interprète. On a trouvé ensuite une interprète dans Kiev, donc effectivement, ça n'a pas dû aller très loin, parce que mon russe n'est pas terrible, je lui ai sûrement dit. Ouais. C'est pas si bas, je parlais russe, donc, alors qu'il parle ukrainien, mais c'est pas grave, je ne savais pas encore. On s'arrange. Oui. Non, mais je me souviens, c'était très sympa, ouais. Et c'est Benoît Gallet, le géré qui était avec moi, qui a eu le réflexe de faire la photo, ce qui est sympa. Ouais. Et comment étaient les échanges? Comment ont-ils évolué aussi avec l'armée sur place en Ukraine, que ce soit au début ou peut-être plus récemment quand vous y êtes retourné, Théo, Élise? Moi, je pourrais plutôt te parler de ce qui se passe récemment, mais récemment, c'est un peu plus compliqué par rapport à avant. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Élise, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes de la part des médias occidentaux de venir justement couvrir ce conflit. Et en fait, pour raconter la guerre, il faut tourner avec l'armée. Et de leur côté, eux, ils doivent un peu réduire la voilure. Donc ça devient plus compliqué. Par contre, quand on tourne avec eux, ça se passe toujours très bien. Ils sont souvent contents de nous avoir. Évidemment, au début, quand on commence le reportage, on essaye de se toser un petit peu, on va se dire, de s'appréhender. C'est des soldats, nous on est des journalistes. Je pense qu'au départ, il y a peut-être un préconçu selon lequel on est un peu des poids
aussi. Et nous, on essaye un peu de leur faire ressentir le fait que non, vous en faites pas, on va pas vous handicaper. On va essayer vraiment de se faire discret, de raconter votre quotidien, votre travail, votre vie finalement. Étant donné que le front, depuis quelques mois, peut-être même 1 an et demi, 2 ans, a évolué avec énormément de drones sur le front, c'est plus compliqué de bosser avec l'armée, d'aller proche des zones de front, ce qui était possible au tout début de la guerre. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué parce que même l'armée parfois est frileuse à l'idée d'emmener des journalistes proches parce qu'il y a tellement de drones que c'est beaucoup plus dangereux qu'au début de la guerre aussi. Et en fait, pour tourner avec l'armée, il faut envoyer des demandes à l'armée. C'est souvent notre fixeur qui fait ça. Donc on passe par des officiers de presse et ça devient très très compliqué, effectivement, comme vient de le dire Élise, avec la situation des drones et tout ça. Et en fait, ils ne veulent absolument pas prendre de risques pour nous. Justement, ce travail de fixeur, on va en parler dans un instant, savoir aussi comment vous créez tous ces reportages, les différents plateaux qu'on peut voir sur le terrain, les duplex également. Juste avant, je me posais la question, une fois que vous arrivez en Ukraine, peu importe la ville, il faut vous loger. Moi, j'ai l'expérience de partir en France, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux. Des hôtels, on en trouve sans souci. Comment on trouve un hôtel en temps de guerre et comment on est sûr d'être en sécurité ? Dans tous les conflits que j'ai couverts, il y a toujours un hôtel ouvert quelque part, parce que les gens ils ont le sens du commerce et puis encore une fois il y a aussi souvent une volonté d'accueillir les étrangers. Mais là, en l'occurrence à Kiev, alors que l'activité économique était complètement terminée, alors que à peu près la moitié de la population civile était en train de quitter la ville, donc il y avait plus que la moitié des habitants qui étaient là. Les avenues étaient complètement désertes. C'était en février, il neigeait, il y avait plus de chasse-neige ni rien. Donc c'était quand même une ambiance très très particulière, une ville silencieuse à part de temps en temps des bombardements. Mais les hôtels, ils étaient ouverts. Et donc, je suis allé, en l'occurrence, j'avais des copains de France 2 qui étaient dans un hôtel pas très loin. Et je les ai rejoints. Et il n'y avait que des journalistes, donc très vite, et on s'est installé là. Non, mais pour répondre à votre question, même dans les endroits les plus pourris du monde, j'ai toujours trouvé une chambre, un matelas, un oreiller et de quoi bouffer, quoi. C'est vraiment exceptionnel qu'on se retrouve à avoir du mal à se nourrir ou avoir du mal à... Oui, parce que la question, c'est effectivement de se nourrir aussi, de trouver des épiceries ouvertes, des supermarchés, faire le plein de la voiture également, parce qu'on parlait de la situation économique qui est complètement paralysée. Alors l'essence, oui, l'essence, c'est un vrai souci. Là, toutes les stations étaient fermées à Kiev, donc on avait pris des bidons, on avait le plein, on roulait pas trop, on faisait gaffe à pas rouler juste pour le plaisir. Et puis au bout de quelques jours, finalement, les stations d'essence se sont rouvertes. On fait des queues interminables. Ah oui, sur le trajet pour arriver, c'est là qu'il y avait le plus gros problème. Entre la frontière polonaise et Kiev, on croisait des files ininterrompues. C'était un bouchon de 400 km de long, en fait. C'était les gens qui fuyaient Kiev et qui voulaient aller se réfugier en Pologne ou au moins à Lviv, à l'ouest du pays. Et donc, tous ces gens-là faisaient la queue dans les stations d'essence. Et donc là, mais c'était des queues de, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais 4-5 km de queue. Et donc, au moins 1 ou 2 journées. Donc, c'était pas possible. Il y avait une pression de BFM et d'RMC qui allait pas, j'allais pas dire, je fais la queue depuis 2 jours pour avoir le plein. Donc là, on y va au culot, on gueule, on va voir un militaire, on explique, on dit qu'on est journaliste, le mec, il dit j'en ai rien à foutre, on lui dit ouais, mais quand même, etc. Ça marche. Et en l'occurrence, ça a marché. Ouais, en l'occurrence, ça finit par marcher. Un militaire qui nous a fait passer devant tout le monde. Et un plein a suffi ensuite pour aller jusqu'à Kiev. Mais c'est vrai que c'est l'essence, autant on trouve toujours de quoi manger, toujours de quoi se loger, autant l'essence, c'est souvent un souci. Hein. Et justement, après quelques semaines de conflit, je me souviens, au printemps 2022, il y avait un gros souci avec l'essence. Et toutes les équipes, on se refilait les bons conseils pour essayer de trouver de l'essence sans trop attendre. Et avec un autre collègue à l'époque, Florian, on avait acheté des bidons d'essence en Pologne. On avait fait le plein en Pologne en remplissant plusieurs. Et on est arrivé à Kiev comme ça parce qu'on ne pouvait pas se permettre, notamment sur un terrain de guerre, tu peux pas te permettre d'être à court d'essence, parce que s'il faut évacuer rapidement à un moment, il faut avoir tout ça en tête et prévoir, être dans l'anticipation quotidiennement. Ouais. Et puis sur la question des hôtels, effectivement, on trouve toujours un endroit où dormir, mais là récemment, de plus en plus souvent, on fait quand même très attention aux hôtels où on va et comment on les choisit, parce qu'il y a des hôtels qui ont été bombardés, des hôtels où se trouvaient des journalistes. Nous, avec une autre collègue, là, en février, on était avec Caroline, on était dans un hôtel. 3 semaines plus tard, il a été bombardé. Donc, il y a pas mal d'hôtels où on logeait des journalistes qui ont été visés ou en tout cas touchés par les Russes. Et ça, c'est vrai que quand on choisit un hôtel, notamment avec le fixeur, on se pose la question, est-ce qu'on est trop proche de la mer? Est-ce qu'on est trop proche des autres endroits qui ont été touchés avant? C'est quand même une question un peu stratégique, mais comme il y a une part de hasard et qu'on peut rien prévoir précisément, c'est compliqué. Quand il y a eu le bombardement d'un hôtel, alors je crois que c'était à Kharkiv, l'équipe de France 2 qui était dans un hôtel
Israël qui a été bombardée, nous justement on était en communication avec eux pour savoir comment ça se passait, où ils allaient dormir, comment la rédac allait réagir pour s'entraider finalement. Et ça, même pour typiquement des reportages, on va se donner des bons tips, savoir si telle route est fiable, si des fois on se donne même des fixeurs, on se donne des bons contacts de fixeurs aussi. Le rôle de fixeur, il est hyper important et on va y revenir dans un instant. Juste avant, je voulais clôturer un petit peu ce chapitre, la vie sur place, parce que quand vous y allez, c'est pour plusieurs semaines, il y a forcément des moments de pause. Il y a une autre photo que je voulais vous montrer, photo de toi toujours, Nicolas, que tu as partagé sur les réseaux sociaux. On te voit dans un hôtel en train de jouer aux échecs, si je me trompe pas. Comment on fait aussi pour souffler sur un terrain de guerre de temps en temps, parce que quand on reste 3 semaines non-stop... Là, effectivement, c'était notre hôtel, l'hôtel national, donc, et puis c'est fin de journée, il fait nuit tôt, donc on tourne pas forcément, et avant de dîner, on était avec Benoît Ballet, on faisait des parties d'échecs, il m'a battu à chaque fois. Il est bon, hein. Il est très très bon. Il n'y a pas eu d'évolution au fur et à mesure. Il est très très bon. Non, mais c'est évident que quel que soit le reportage, même les plus durs, il y a toujours des moments où effectivement on se relâche, on s'amuse entre confrères, on se raconte des histoires, on se retrouve, parfois on s'est pas vu depuis des années, et il y a un petit côté tribu, quoi. On se perd de vue, on se retrouve, etc. Et oui, il faut pas imaginer qu'on est dans le dur 24 heures sur 24, quoi. Il y a des moments de repos, on peut boire un coup. Alors boire un coup, justement, c'était un souci au tout début de la guerre, parce qu'ils avaient interdit l'alcool. Ouais. C'était interdit, c'est-à-dire que vous rentriez dans une épicerie, les bouteilles étaient toujours là, mais il y avait un gros scotch devant pour signifier que... Donc c'était une décision des autorités, du gouvernement, que j'ai trouvé pas absurde, parce que c'est vrai que dans un pays qui n'a pas connu la guerre, qui le découvre, il peut y avoir des moments de débordement, des gens qui se mettent à reboire, à faire n'importe quoi. Et par exemple, en Yougoslavie, c'était tous devenus des alcooliques assez vite, parce que c'était une telle violence, les massacres entre villages, etc., entre bosniaques, serbes, croates, etc. Et les gens picolaient énormément. C'était de la Slibovic, un alcool de prune. Et donc l'alcool a joué un rôle important. Il y a eu des atrocités qui ont été commises parce que les miliciens étaient bourrés, quoi. Et donc le réflexe des Ukrainiens, que j'avais pas vu ailleurs. Enfin, il y a d'autres pays où l'alcool est interdit, mais le réflexe, début d'une guerre, on interdit totalement l'alcool. J'avais jamais vu ça et j'ai trouvé ça pas con. Ce qui n'empêchait pas qu'on en cherchait quand même un peu, parce qu'on trouvait que c'était bien. Enfin bon, bref, dans les hôtels, on en trouvait quand même. Mais ça changeait notamment, je t'entendais dire dans une autre interview, par rapport aux soldats aussi dans d'autres guerres où il pouvait y avoir des soldats alcoolisés. Là, le rapport était quand même très différent avec eux, de se retrouver face à des soldats qui n'avaient pas bu par rapport à d'autres terrains où ça a été plus compliqué. Ouais. Encore une fois, c'est vrai que quand on est contrôlé à un checkpoint par un type qui pue la vodka, comme en Tchétchénie, par exemple. En Tchétchénie, les soldats russes étaient tous bourrés du matin au soir. Et Tchétchènes moins, parce qu'ils étaient musulmans, mais donc il y avait vraiment... Et effectivement, il y a des scènes d'atrocité parfois où on se dit c'est à cause de l'alcool. Et pour revenir à ce quotidien sur place, quelqu'un m'a raconté aussi que parfois certains journalistes sortaient, alors quand c'était possible, faire un footing. Enfin, on a l'impression que c'est presque une vie normale, alors qu'on est sur un terrain où rien n'est normal. Je me souviens d'une photo aussi où on a une grande roue où tout est bâché autour parce que la vie s'est quand même arrêtée. Et à côté de ça, on a une vie parallèle un petit peu qui s'installe. Est-ce que ça vous a interpellé de voir ça peut-être, Théo ? Pas interpellé, non, déjà c'est normal parce que en fait, faut se dire que pendant 2 semaines à 3 semaines, on va être vraiment tout le temps en train de travailler. Donc dès qu'on a des moments un peu disponibles, on en profite pour nous. Alors effectivement, il y a le côté sport. Moi perso, je fais jamais autant de sport que quand je suis en mission parce que vraiment on a ces temps-là entre directs et donc on en profite. Et oui, en fait, c'est des moments où aussi on en profite pour se retrouver avec des collègues d'autres médias aussi qui sont sur place. Donc non, on essaye de saisir ces moments-là parce qu'après on sait qu'effectivement quand on travaille, il faut être concentré, il faut être bien, il faut être focus. Donc quand on peut essayer de relâcher un peu la pression, on le fait. C'est un peu un exutoire aussi de ça. Ouais, ça surtout que c'est pas relâcher, possible aussi d'être sous pression pendant 3 semaines à fond. Non, c'est bien d'avoir ces moments aussi un peu de détente. Je connais des reporters qui typiquement ne peuvent pas lâcher le pied ou ne peuvent pas aller, je sais pas, faire un footing parce que pour eux c'est impossible, c'est incompatible justement de faire ça en terrain de guerre. Chacun sa technique. Parce que ce terrain de guerre, il faut quand même expliquer il vous arrive parfois de vous réveiller en pleine nuit avec des sirènes. Ce que tu me racontais parfois, Élise, une sirène quasiment non-stop pendant 5 heures. Et surtout dans certaines zones, en fait, le
plus tu vas à l'est du pays, le plus dangereux est la zone puisque tu es plus proche du front. Et donc c'est vrai que dans ces zones, les sirènes sont souvent beaucoup plus récurrentes. Ça sonne parfois pendant des heures la nuit. En tout cas, l'alerte est en vigueur pendant parfois 4-5 heures. Et ça arrive d'être réveillé parfois par des bombardements en pleine nuit qui arrivent dans la ville, un peu plus loin. La sirène sonne et là se pose la question de est-ce qu'on descend pas. Quand c'est en pleine nuit, on descend parce que évidemment il y a un sentiment parfois un petit peu d'urgence. Mais oui, il y a ce quotidien aussi auquel tu dois t'habituer parce que les alertes sonnent. Enfin, les alarmes sonnent tellement souvent en Ukraine et pendant des périodes tellement longues que tu ne peux plus au bout d'un moment descendre dans les abris parce que sinon tu passerais toute ta journée en bas. Et d'ailleurs, les Ukrainiens aussi s'y sont habitués assez rapidement par obligation, parce que sinon tu t'arrêtes complètement de vivre. Donc tu es obligé aussi de t'adapter à ça, de t'habituer d'une certaine manière aussi à ça. Donc il faut jauger à chaque fois qu'il y a une alerte sonne, est-ce que là on est dans une urgence absolue, il faut descendre, ou alors est-ce que c'est une alerte qui est généralisée sur tout le pays et le danger un peu plus loin, c'est un peu... Comment on le jauge ? C'est quoi ? C'est avec l'expérience ? C'est peut-être... Alors, il y a aussi pas mal de boucles Telegram sur lesquelles il y a beaucoup d'informations qui circulent. Nos fixeurs sont dessus toute la journée. Et donc, il y a des informations assez précises quand il y a une alerte qui se déclenche. Parfois, notre fixeur, il nous dit « Ah, là, ça vient directement sur la ville, c'est un missile balistique, on le sait. » Et donc là, dans ces cas-là, tu sais qu'il vaut mieux aller te mettre à l'abri parce que le danger, il est vraiment concentré sur ta zone. Parfois, c'est beaucoup plus généralisé sur 4, 5, 6 oblasts régions d'Ukraine. Donc là, c'est plus flou. C'est un mot qu'on utilise beaucoup depuis tout à l'heure, qu'on entend beaucoup depuis quelques années à la télé, en radio aussi, c'est ce mot fixeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les fixeurs, Théo, peut-être ? En fait, un fixeur, c'est une personne qui va être en général locale, c'est-à-dire qui va vivre là-bas, qui est né là-bas dans le pays où on va, nous, journalistes étrangers, et qui va nous aider sur énormément d'aspects, que ce soit principalement la traduction, mais aussi la logistique, la sécurité, c'est-à-dire identifier les routes, par exemple, qu'on peut pratiquer ou non. C'est vraiment, en fait, le troisième membre de l'équipe, celui qui est indispensable, parce que sans le fixeur ou la fixeuse, on ne peut pas travailler. Vraiment, en fait, c'est vraiment la personne qui va nous aider et qui va faire 50%, 60% du reportage. Mais comment on le trouve, ce fixeur ? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus simple, on le disait, il y a des boucles, des échanges WhatsApp, on s'envoie les numéros. Ouais. Les premiers mois de guerre, notamment quand il y allait peut-être, Élise, en 2022, comment on trouve un fixeur, une fixeuse ? Je me souviens de la toute première mission, donc c'était à Lviv en 2022. D'ailleurs, je pense que c'était juste après toi, si je me souviens bien. Et c'était ma fixeuse, hein ? Non. Non, mais on avait... Justement, c'était un peu de débrouille, quoi. On avait l'équipe précédente de BFM TV qui nous avait filé le contact de leur fixeuse. Une dame qui n'était pas du tout journaliste, qui s'était reconvertie un peu de manière forcée 2 semaines avant par la force des choses, pour aider des journalistes. Et en fait, parfois, ça le fait avec des fixeurs. On a plein de fixeurs qui sont excellents, mais au début de la guerre, c'était en tout cas les premières semaines. Moi, je me souviens, à Lviv, c'était un peu la débrouille. On a changé 4 fois de fixeur parce qu'ils ne faisaient pas forcément l'affaire, parce qu'ils avaient peur pour leur famille aussi, ce qu'on comprend tout à fait. Ils voulaient les rejoindre. Maintenant, c'est beaucoup plus institué. On a des noms de fixeurs, des gens dont on est devenu proche aussi. On voyait Maxime tout à l'heure à l'écran. C'est des gens qu'on apprécie. On prend des nouvelles régulièrement pour savoir aussi comment ils vont quand on n'est pas là. Donc maintenant, on sait avec qui travailler. Mais au début de la guerre, c'était de la débrouille. Quand on n'est jamais allé dans le pays. On l'a rencontrée par hasard. Elle était super. Elle était dans un hôtel à Lviv. Elle était journaliste, mais spécialiste de l'environnement. Elle bossait dans un petit journal écolo, elle était militante des pistes cyclables. Son grand combat, c'était qu'il y ait plus de pistes cyclables à Kiev et tout. Et elle avait eu le réflexe de quitter la ville dès le début de la guerre, le premier jour. Elle est arrivée à Lviv, et en fait, une fois à Lviv, elle avait regretté. Elle s'était dit, mais merde, en fait, non, il faut pas abandonner, à la fois pour des raisons comme ça, un peu de militantisme, et puis elle avait son chat aussi, je crois. Donc, quand on lui a dit que nous, on cherchait quelqu'un pour y retourner, elle dit, moi, j'y retourne avec vous, alors. Et donc, on l'a pris, on est rentré à Kiev avec elle, et on est resté avec elle 15 jours, et elle était journaliste locale, quoi, donc elle connaissait mieux les pistes cyclables que l'armée, mais elle connaissait tout le monde quand même, quoi. Elle avait des contacts c'est un atout, un peu partout. Et elle nous a ouvert les yeux sur plein de trucs, quoi. Il y avait elle avait la moitié des sujets qu'on a fait, c'était le vrai news, un bombardement, on y allait, etc., machin, Boutcha qui était en train de tomber, tout ça, on y allait, et puis l'autre moitié, c'était que des histoires qu'elle nous ramenait. Elle avait un copain qui
lui avait dit que machin, etc. Et elle nous a... Ouais, c'est un lien indispensable sur place. Théo, tu nous as partagé justement quelques images de ton fixeur lors d'une mission en Ukraine. On le voit bien aussi avec le gilet pare-balles. C'est-à-dire qu'ils sont équipés, vous partez avec un équipement spécial aussi pour le fixeur? Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la troisième personne de l'équipe, donc il n'y a pas de raison que cette personne soit moins équipée que nous. Non, la personne, elle prend les mêmes risques que nous, donc évidemment, elle va être tout autant protégée. C'est vraiment une personne de notre équipe. Comment vous communiquez avec la rédaction sur un terrain de guerre qu'est l'Ukraine? Est-ce qu'on a du réseau? Enfin, c'est une question qui paraît bête, mais qu'on peut se poser peut-être en vous voyant travailler sur place. Vous avez du réseau, vous avez la rédaction. Je voyais une interview de Marc-Olivier Fogiel, qui était l'ancien boss de BFM, qui disait: dans la nuit, je me réveille toutes les 3-4 heures pour prendre des nouvelles de mes équipes en Ukraine. Comment ça se passe, la communication avec la rédaction, la direction de la rédaction et vous? Alors moi, c'est vrai que j'ai découvert ça parce que j'avais pas fait de reportage depuis quelques années et j'avais souvent fait des reportages dans des zones où il n'y a pas du tout de téléphone, donc j'avais eu l'habitude d'être complètement coupé du monde. J'avais raconté une fois que, par exemple, j'étais rentré au Rwanda pour une des missions pendant le génocide et je savais que ça allait me prendre entre 10 et 15 jours où je n'aurais pas de téléphone, j'avais pas de satellite, j'avais pas de portable, il n'y avait rien. Donc j'avais dit à ma rédaction, on se rappelle dans 10 jours, quoi. Et ne vous inquiétez pas avant 15 jours. Ça paraît fou aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, dire à son rédac-chef, on se rappelle dans 10 jours. Et il m'a répondu, d'accord, bonne chance, à bientôt, quoi. Ça choquait personne. Et de fait, je l'avais rappelé 15 jours après en disant, ok, ça y est, je suis ressorti, j'ai plein de trucs à vous raconter. Et j'avais raconté. Donc là, ça c'était 94, et 2022, j'ai découvert l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on est connecté du matin au soir. On a du réseau partout? Oui, il y a du réseau partout. Et même s'il n'y en a pas, on a des, je sais plus, j'y connais rien en technique là, mais on a des petits relais. Maintenant, il y a le développement des Starlink aussi. Voilà. C'est plus le rôle de Théo. Et donc, on a tout. Donc, on a effectivement des boucles où il y a énormément de journalistes de tous les pays du monde qui se parlent en anglais, qui se filent des tuyaux, qui se demandent, qui disent « je m'en vais demain, mon fixeur est excellent, est-ce que quelqu'un veut l'embaucher, machin, je suis à tel endroit ». Et là, tous les gens se rendent service. Et donc, il y a des centaines de journalistes qui s'échangent des tuyaux, etc. Et puis, vous avez les dépêches d'agence, et puis vous avez le New York Times, et puis vous avez le Moscow Times, le Kiev Independent en anglais, avec, même si vous avez la flemme de lire en anglais, des fonctions de traduction. Enfin, moi, et en fait, vous avez une masse d'informations, alors que moi, j'ai connu une époque où je faisais mes papiers le soir qu'avec ce que j'avais vu dans la journée. J'avais zéro information de plus. J'écrivais mon papier en racontant juste ce que j'avais vu. Et puis voilà. Maintenant, on est influencé effectivement par ce que font les autres. On voit le sujet de TF1, on voit le sujet de LCI, on le regarde, on se dit ah putain c'est pas mal, c'est dommage que je l'ai pas. On lui court un peu après. Eux vous courent après parce que et c'est notre façon de faire. Je sais pas si ce qui est de mieux. Je dis pas si c'était mieux avant, mais ouais, non, c'est une vraie évolution. Mais c'est à la fois une évolution sur le plan professionnel, mais aussi personnel, parce que là, on parle de joindre ses patrons, ses rédacteurs en chef, rédactrices en chef. Il y a aussi le fait qu'on puisse joindre les proches plus facilement aussi. Parce que Nicolas, tu disais à dans 10 jours à ton chef, mais c'est aussi à dans 10 jours à tes proches. Donc c'est là le fait de pouvoir joindre tout le monde à n'importe quel moment. J'imagine que c'est rassurant aussi pour vous, Élise, Théo. Oui, bien sûr. Après, il reste un seul cas de figure où effectivement on n'a plus cette connexion, alors que ce soit notre rédaction ou nos proches, c'est quand on va tourner avec l'armée, parce que maintenant, dès qu'on va tourner avec l'armée, ils nous demandent de nous mettre en mode avion et donc vraiment de désactiver toute communication. Pour éviter d'être repéré. Pour éviter d'être repéré, parce qu'en fait, alors c'est un peu compliqué, mais nous on a des cartes SIM qui sont étrangères. Ils peuvent repérer les téléphones qui bordent qui sont étrangers. Voilà. Donc effectivement, c'est vraiment le seul cas de figure. Maintenant, on peut être amené à être vraiment déconnecté, et en fait, ça reste assez rare. Quand ça arrive, on doit en parler avec notre rédaction, on doit en discuter, parce qu'effectivement, c'est toujours inquiétant pour eux de se passer de nous. Genre, Nicolas, tu parlais de disparaître pendant 15 jours. Nous, si on disparaît pendant quelques heures, pour eux, c'est vraiment inquiétant. Donc, on essaye de le faire le moins possible, mais des fois, on n'a pas le choix. Je pense à notre collègue, par exemple, Nicolas Coadou et Maxime Zexev, qui sont allés tourner il y a 3-4 mois sur la front line, sur la ligne de front, pendant 24 heures. Et donc, pendant 24 heures, c'était silence radio. Et en fait, nous, on a une boucle avec
avec donc tous les journalistes de BFM, enfin ceux qui partent en Ukraine ainsi que nos chefs. Et pendant 24 heures, je pense, je parle peut-être pour nous tous, mais on était suspendus à justement le fait de est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Nicolas, parce que nous on s'inquiète effectivement, et je pense que c'est le cas de la rédaction aussi. Donc ouais, c'est un des derniers cas où on est encore déconnecté avec notre rédaction. Justement, on parle du terrain, j'ai envie de savoir comment vous travaillez sur le terrain, parce que je le disais tout à l'heure, vous faites des plateaux, donc des plateaux c'est que vous êtes face caméra pour raconter, pour donner un récit, des reportages aussi, des duplex en direct, que ce soit à la radio ou à la télé. On te voit par exemple là, Élise, en train de faire différents reportages, différents plateaux. Comment vous les trouvez ces reportages? J'ai envie d'avoir vos secrets un petit peu là-dessus. Souvent on se réveille, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors en radio, on se réveille, on envoie des papiers, parce que là c'est la matinale le plus important. Donc souvent, et puis à la fin de la matinale, on boit un petit café, il est 9h, et là on part parfois à la pêche. Alors parfois on a eu une idée la veille, on a parlé avec des confrères la veille, on a parlé avec l'interprète vous rejoint à l'hôtel, il vous dit qu'il a lu dans le journal que ça chauffe à Boutcha ou à côté, et donc on décide d'y aller. Puis parfois en y allant, on s'aperçoit qu'il y a des fumées à droite, on change d'endroit, on va ailleurs. L'essentiel, c'est, enfin la préoccupation, surtout en télé, c'est qu'il faut avoir des trucs à filmer, quoi. On ne peut pas juste raconter une histoire. Si on vous raconte qu'il s'est passé quelque chose de passionnant un peu loin la veille, ça vaut rien en télé. Il faut qu'il se passe quelque chose quand vous êtes là, quoi. Donc c'est un peu, on part à la pêche, quoi. On part à la pêche, et puis il y a des fois, c'est incroyable, il se passe tout le temps quelque chose partout. Souvent au début, là, Kiev dont on parle, les premiers jours, tout était nouveau, tout était extraordinaire. Je sais pas, par exemple, on me dit les gens se réfugient et dorment dans le métro. Ah bon? Et donc voilà, on se précipite à une station de métro. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer la caméra. On a fini par insister, de tourner un peu au téléphone finalement. Enfin bref, et puis on descend et on découvre que le métro de Kiev est le plus profond du monde. Il est 10 fois plus profond que le métro parisien. Donc c'est des escaliers qui sont interminables. Et on arrive en bas et il y avait une ville dans la ville, quoi, de gens qui avaient campé là, de toutes sortes de professions, des bourgeois, des moins bourgeois, des familles, des jeunes, des vieux, etc. Qui vivaient ensemble, qui s'organisaient, qui se faisaient leur café, etc. Et voilà, une fois que ça, quand on le découvre la première fois, dans une grande ville comme ça, dans une grande capitale européenne, de voir que des milliers de gens dorment dans le métro, c'est un choc, quoi. Et puis c'est un super reportage. Et pour répondre à ta question, je me souviens que ce matin-là, je ne savais pas, on n'est pas parti filmer le métro, on est parti, et quelqu'un nous a dit ma mère a dormi dans le métro, ou je ne sais pas quoi, et hop, on est allé dans la station de métro, on a découvert ça. Et ça, ce sont les meilleurs reportages, quand on découvre soi-même quelque chose qu'on n'attendait pas, quand on n'est pas en train d'essayer de reproduire un reportage que quelqu'un d'autre a déjà fait. Il y a cet aspect peut-être un petit peu nouveau aussi, où on découvre véritablement vos reportages sont assez souvent incarnés, c'est-à-dire qu'on vous voit au micro en train de raconter. Et là, c'est vraiment la découverte. J'ai le souvenir aussi de Clémence Dibou, qui est reporter pour BFM TV, dans ce métro à Kiev. Et il y a aussi ce côté où peut-être on s'identifie, qu'on soit à Lille, à Marseille, à Lyon, même à Toulouse, de se dire est-ce qu'il pourrait se passer ça chez moi dans mon métro? Et ce qui me fait me poser cette question, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui, peut-être au bout de 2, 3, 4 ans de guerre en Ukraine, de continuer à intéresser en France, de trouver des nouveaux angles pour se dire il faut que ce soit hyper visuel pour que les gens soient accrochés, et en même temps qu'il y ait une histoire à raconter? Est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles à raconter? Élise, Théo, vous y êtes allé récemment. Il y a toujours des choses nouvelles à raconter, mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans et demi de guerre, il y a une lassitude de la part des Ukrainiens sur place, une lassitude, une baisse d'intérêt parfois pour le conflit quand il y a des creux. Et donc là, il faut un peu plus se creuser la tête pour trouver des idées de sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites par nous, par nos confrères, par les autres journalistes. Et donc là, il y a un travail de recherche, de discussion avec le fixeur, avec le collègue, beaucoup aussi ce dont parlait Nicolas, de parfois, on discute avec quelqu'un, il va nous raconter quelque chose, ça va nous donner une idée de sujet qui n'a pas encore été faite. Faut être à l'affût, un peu attentif, donc on parcourt beaucoup la presse ukrainienne, parce que dans la presse ukrainienne, on retrouve parfois des sujets qui n'ont pas été faits en France, mais il faut se creuser la tête, quoi. Au bout de 3 ans et demi, il faut se creuser la tête. Et justement, aujourd'hui, comment on la filme, cette guerre ? Parce que maintenant, on voit qu'avec un téléphone, on peut quand même filmer pas mal de choses. Il y a plein d'outils, il y a des GoPro, il y a des toutes petites caméras qu'on tient à la main. On a une caméra un poil plus ancienne, juste derrière Nicolas, qui a quelques années, j'imagine. Ouais, effectivement. Comment on fait aujourd'hui pour tourner la guerre, sachant qu'il faut être aussi avec du matériel léger pour vite bouger, sachant qu'il y a le poids aussi du gilet pare-balles? Ça dépend vraiment de la personne qui filme, ça dépend des goûts. Effectivement, il y a beaucoup de journalistes qui ont pris goût avec le fait de filmer avec l'iPhone.
parce que tout est beaucoup plus pratique et tout va plus vite. Après, il y en a beaucoup aussi qui continuent à filmer avec ce type de caméra-là. Bon, peut-être un peu plus récente quand même, mais on a été dans les archives là. Effectivement, après la GoPro, c'est vraiment popularisé parce que moi, personnellement, j'ai toujours une GoPro souvent sur la poitrine parce que ça me permet de, si jamais je n'ai pas la séquence, typiquement un bombardement qui arrive à côté ou alors, je sais pas, mais si je n'ai pas cette séquence-là, si j'ai pas capturé cette séquence-là, au moins j'ai la GoPro qui fait un peu office de caméra piéton, caméra de surveillance qui me permet un peu de tout capturer. D'accord. Donc la GoPro aussi qui sert beaucoup sur ces terrains-là, surtout même aussi pour équiper par exemple les soldats qui vont parfois plus près, plus proches des combats et qui nous rapportent des images. Je pense par exemple à, je crois que c'était Benoît Ballet qui avait fait un sujet avec un sniper qu'il n'avait pas pu suivre justement au niveau de son spot et donc il l'avait équipé d'une GoPro pour ramener des images. Et donner peut-être un peu plus d'immersion aux téléspectateurs et mieux faire comprendre Sachant que la c'est une guerre qui est énormément médiatisée avec les images. Quand on parle des boucles Telegram, tout ce qu'on voit sur les boucles, que ce soit les images de drones, FPV, donc ces drones qui frappent directement des cibles civiles ou des soldats, ou alors justement on parle beaucoup des FPV First Person View, c'est-à-dire la vue à la première personne, où ces soldats qui ramènent des images de vraiment leur combat. C'est-à-dire qu'on voit les combats comme si c'était un jeu vidéo, ce qu'on ne voyait pas, j'imagine, il y a 10 ans. Et toi qui es JRI, donc journaliste reporter d'image, tu es derrière la caméra, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de filmer sur le terrain? Est-ce que il y a eu des moments où tu t'es dit là je peux peut-être pas y aller ou... Je pars pas avec des interdits parce qu'en fait tout dépend de la situation. Effectivement, nous on essaye aussi toujours de respecter l'éthique et dans tous les cas on peut filmer mais la vraie question c'est est-ce qu'on diffuse surtout. C'est bien souvent de filmer pour rapporter la matière et personnellement moi je suis d'avis à souvent tout filmer parce que la réalité de la guerre elle est dure, elle peut être très cruelle et donc il faut filmer, il faut raconter ça pour que justement la population, enfin les spectateurs qui voient ces contenus-là prennent conscience et je pense que c'est là notre mission justement d'information. Après, c'est aussi notre responsabilité à nous de nous dire est-ce que ça on diffuse, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça raconte quelque chose ou est-ce que justement ça va être juste du sensationnalisme, choqué pour choquer. Ça c'est un débat qu'on a entre nous aussi à la rédaction. Et j'aimerais savoir s'il y a des reportages qui vous ont marqué. On a un petit peu discuté avant l'enregistrement, notamment avec toi, Élise. Tu m'avais parlé notamment d'un reportage avec des prisonniers qui suivaient une formation un peu particulière. J'étais complètement passé à côté et j'ai regardé ce reportage et j'étais assez ébahi à la fois des images et de ce que ça racontait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ce reportage-là? Oui, c'est un reportage qu'on a fait en avril, donc lors de ma dernière mission en Ukraine avec Domiti Berto, sur des prisonniers ukrainiens, donc des prisonniers qui étaient en prison pour des raisons diverses et variées, vol, parfois d'autres choses, plus graves, etc., et qui ont choisi de s'engager dans l'armée en échange d'une remise de peine totale. Donc ils s'engagent dans l'armée pour au moins 1 an, et en échange, ils savent qu'ils pourront sortir, qu'ils ne retourneront pas en prison après leur temps dans l'armée. Et en fait, on les a rencontrés, ces prisonniers, lors d'un entraînement, c'était dans le sud de l'Ukraine, où là, ils s'entraînaient aux choses de la guerre, c'est-à-dire à manier une arme, à prendre une tranchée. Il y en a un qui nous a dit, moi, il y a 3 mois, j'avais encore jamais touché une arme de ma vie. Et 3 mois plus tard, il décide de s'engager et il se retrouve sur les zones les plus exposées du front parce que ces prisonniers-là qui sortent donc des geôles ukrainiennes sont envoyés sur les zones les plus exposées, là où c'est le plus dangereux. Ce qui avait d'ailleurs posé quelques questions. Pourquoi on envoie eux plutôt que d'autres? Est-ce que leur vie vaut moins que celle d'autres soldats? C'était la question. Et c'était assez touchant aussi parce que ces prisonniers, certains d'entre eux nous racontaient, moi je sais que j'ai fait des choses pas bien dans ma vie, j'ai été condamné pour ça, je veux me racheter et la façon que j'ai trouvée pour me racheter, c'est de m'engager pour mon pays parce qu'en plus on manque de bras en ce moment et donc si je ne le fais pas, il y a moins de candidats maintenant, donc il faut que je m'engage. Donc il y a vraiment ce type de reportage où on est aux côtés de l'armée, où on suit un petit peu tout ce qui se passe. Et puis il y a aussi des reportages où c'est un petit peu plus détaché. Un autre qui m'avait marqué dans les rues d'une ville ukrainienne, où on avait des forces de l'ordre qui partaient à la recherche de déserteurs. Ouais. Et alors ce qui m'a marqué, c'est que tu as réussi à trouver quelqu'un qui témoigne.
alors évidemment à visage couvert, mais qui raconte que lui ne sort plus de chez lui, ou il va pas à plus de 200-300 mètres pour éviter de se faire arrêter. Ma question, c'est comment on réussit à trouver ce genre de témoignage, et surtout comment on le convainc de répondre aux questions de la télé française. Là, c'était grâce à notre fixeur, Yuri Stepanov, qui a fait le travail de le trouver, de le convaincre aussi de témoigner, parce qu'effectivement, le sujet de la mobilisation en Ukraine est un gros sujet depuis plusieurs mois. Il y a de moins en moins de candidats, de moins en moins d'hommes qui veulent aller se battre, et donc de plus en plus, quasiment tous les jours, des hommes qui se font enlever en pleine rue par la police, par l'armée, pour les forcer à aller sur le front. Et donc, pour éviter ça, tu as des hommes qui se terrent chez eux, qui ne sortent plus pour ne pas être vus et donc ne pas partir sur le front. Et donc, on avait fait ce sujet, on avait suivi l'armée qui patrouillait dans les rues pour contrôler les papiers d'identité de tous les hommes qui croisaient, dont ils disaient « Oh là, lui, il est dans la tranche d'âge, clairement, il devrait être sur le front s'il n'a pas une bonne excuse ». Et on avait trouvé, grâce à notre fixeur, cet homme qui nous expliquait, être père de 2 enfants, sa famille est loin, et lui, toute la journée, il reste dans son appartement, il sort pas, ou que la nuit, à 200 mètres maximum pour faire des courses, et point barre. Et ce qui était assez étonnant, tu racontais aussi que devant les caméras, les forces de l'ordre, l'armée était plutôt assez calme avec les habitants qu'elle croisait. Ouais. Et à côté de ça, on avait d'autres images avec des arrestations un peu plus tendues, un peu plus musclées et physiques. Oui, devant nous, il disait que effectivement, il y avait un besoin d'hommes, qu'il fallait que ces hommes s'engagent, respectent ce que le pays leur demandait. Donc là, il restait assez policé. Mais en fait, quand tu regardes des vidéos comme ça, t'en as tous les jours postées sur Telegram, sur les réseaux sociaux. Et des vidéos assez violentes où tu vois des hommes qui se baladent dans la rue et qui sont emmenés de force tout d'un coup. On les met dans un fourgon, on les emmène au poste de mobilisation, on les immobilise. Ils sont d'une certaine manière parfois un peu séquestrés, ils ne peuvent pas sortir. Et ils sont envoyés sur le front. Plutôt des gens d'un certain âge ou y compris des très jeunes? Non, ils prenaient aussi des très jeunes. En gros, tous ceux qui sont dans la tranche d'âge concernés par la mobilisation. Oui, mais justement, c'était des gens plutôt âgés au départ. Les gens mobilisables dans les premières années, les jeunes n'ont pas été mobilisés. C'est vrai, mais si je me souviens, le dernier âge de mobilisation, parce que l'âge a été abaissé à 25 ou 27. Voilà. Et donc, dès qu'il y avait un homme qui correspondait à cette tranche d'âge, on contrôle les papiers d'identité. S'il n'a pas de bonne excuse, un papier pour être exempté, ça part parfois direct, quoi. Et comment il a évolué ce conflit depuis 2022? Comment vous l'avez vu évoluer, vous qui avez été sur le terrain au tout début, puis même encore aujourd'hui? Vous avez l'impression qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe chez les gens? Lassitude, oui. Très certainement. Déjà, en fait, on a l'habitude de faire quelque chose, on appelle ça les vox pop, les micro-trottoirs. C'est-à-dire, on va aller voir la population ukrainienne pour recueillir son opinion. Ça peut être sur une problématique qui fait l'actualité, ça peut être sur un autre sujet. Et on le voit déjà dans notre approche quand on va voir la population, les habitants, qu'il y a beaucoup de lassitude parce qu'ils en ont marre de nous, journalistes étrangers, qui venons leur poser des questions justement au sujet de cette actualité, de cette guerre. Donc ouais, de la lassitude, ça c'est sûr. Ouais. Et le travail de la presse est aussi peut-être rendu un peu plus compliqué. On parle toujours de cette évolution depuis 2022 avec l'arrivée, le déploiement des drones. Oui. C'est plus compliqué d'aller en première ligne ou même aux abords ou de suivre l'armée peut-être. C'est quasiment maintenant impossible à moins que on accepte de passer parfois des semaines, voire même des mois entiers sur des positions. En fait, les militaires maintenant acceptent qu'on aille avec eux pour les filmer lorsqu'ils font ces rotations. C'est-à-dire que eux reviennent en arrière-front et qu'une nouvelle équipe arrive sur la position. Et donc, dans ce cas-là, nous, on en profite pour se greffer. Et justement, en fait, parce que c'est le moment qui va être le plus dangereux. C'est-à-dire le moment où ces soldats peuvent être repérés par des drones. Et donc, nous, on en profite pour se greffer avec eux. Mais c'est accepté de passer des jours, voire des semaines. Et donc, pour nous, médias, parfois, c'est inconcevable de laisser des journalistes sans nouvelles pendant des semaines et des semaines. Donc, ça devient très compliqué. Et effectivement, même parfois, nous, quand on va juste pour une journée filmer, je sais pas, à Kramatorsk, c'est encore arrivé en août dernier, il y a des routes qui sont visées par des drones alors qu'on est à 30, 60 kilomètres des positions russes. Donc en fait, effectivement, les drones ont tout changé. Je sais que ce qu'on a vécu au début de la guerre, on pouvait aller parfois en position 1, en position très proche, que ce soit de l'infanterie, des unités de mortier.
je pense qu'on ne reverra plus jamais ça. La guerre a vraiment évolué en fait en l'espace de quelques mois et je sais que dans 2 mois, dans 4 mois, les drones auront encore changé. Là, on parle de drones à fibre optique, je ne sais pas ce que ce sera dans 1 an. Et les fixeurs sont aussi plus frileux parfois parce qu'ils connaissent très bien le terrain. Ils sont allés dans certaines zones à un moment où c'était de l'artillerie et donc là, c'est plus au petit bonheur la chance. Ouais. Maintenant, les drones qui parfois arrivent à pénétrer le territoire ukrainien sur plusieurs kilomètres, là, il n'y a pas trop de... Pour y échapper, c'est plus compliqué, quoi, parce qu'ils vous repèrent et ils peuvent cibler délibérément des journalistes, des civils. Donc même nos fixeurs, parfois, nous disent, là, moi, je préfère ne pas y aller parce qu'on prend trop de risques. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Ils repèrent aussi les voitures. Les Russes, grâce aux drones, parfois repèrent les voitures qu'ils ne connaissent pas, les voitures étrangères ou alors les voitures qu'ils ne voient pas dans la ville en question. Donc il faut penser à tout. Si vous n'avez pas de brouilleur de drone, d'ailleurs, notamment, c'est même pas la peine d'y aller. En tout cas, c'est hyper dangereux. Je voyais un reportage justement avec ce petit boîtier comme on peut avoir pour les radars, par exemple, en France, mais où on voit qu'il y a une analyse de ce qui se passe autour, notamment pour les drones. Nico. Non, cette guerre, c'est une bascule. Hein. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de drones et désormais, il n'y a plus que des drones. C'est cette guerre alors c'est hyper intéressant parce que du coup on se demande est-ce que nous, la France, on serait capable de se défendre contre des drones, voire d'attaquer un ennemi avec des drones, et j'ai pas la réponse. On prépare un ligne rouge en ce moment sur ce sujet, donc on bosse vachement et c'est passionnant. On découvre par exemple une entreprise qui fabrique des drones serpents. Des drones qui sont grands comme ça, qu'on met dans la pelouse et qui vont invisibles quasiment. Voilà, invisibles et qui vont dans la tranchée adverse pour faire péter. Il y a des drones qui roulent, il y a des drones qui sont capables de monter des escaliers, il y a des drones caméras qui sont grands comme une abeille. Enfin, il y a des trucs incroyables et il y a des drones navals, des petits hors-bord sans pilote qui sont vachement utilisés par les Ukrainiens en mer Noire et qui ont fait des dégâts terribles contre la marine russe. Et c'est vraiment la guerre de demain. Tout ça, on pourra le retrouver bientôt donc dans un reportage de Ligne Rouge sur la page YouTube de BFM TV, sur les réseaux sociaux à l'antenne également. On a parlé de la dangerosité. Il y a une date qui a marqué les équipes ici chez RMC BFM TV. C'est le 30 mai 2022. C'est le jour où Frédéric Leclerc-Imhoff, donc JRI chez BFM TV, a été mortellement blessé par un éclat d'obus. Il se trouvait dans un camion humanitaire en train de réaliser un reportage pour filmer l'évacuation de civils ukrainiens sur l'est du pays. Il y a quelques semaines aussi, on a eu cette autre nouvelle qui nous est parvenue, un photojournaliste français, Anthony Lalican, qui a été tué par drone. On en parlait à l'instant dans le Donbass en Ukraine. Cette guerre, elle est dangereuse et on le voit chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Élise, toi, tu étais en Ukraine au moment où il y a eu ce drame de la disparition de Frédéric Leclerc-Imhoff. Comment on réagit à ce moment ? T'étais pas avec cette équipe, t'étais ailleurs en Ukraine, mais forcément t'as l'information très rapidement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on se dit même avec son binôme ? Moi j'étais avec Florian Rivet, un JRI qui n'est plus à BFM maintenant, mais on faisait une mission ensemble et on était à Kiev. Il y avait 3 équipes à ce moment-là. Il y avait donc Maxime Brandstetter et Frédéric Leclerc-Imhoff, Dominique Marie et Sébastien Savoie qui étaient dans le sud de l'Ukraine et nous à Kiev. Et on était à Kiev, on suivait la visite de la ministre des Affaires étrangères de l'époque et on apprend qu'un journaliste français a été tué dans le Donbass. Là, moi, à aucun moment, j'imagine que ça puisse être quelqu'un de chez nous, mais Florian me dit, ça se trouve, c'est quelqu'un de chez nous. Et je lui dis, non mais arrête, bien sûr que non, c'est pas possible. Et malheureusement, on apprend une demi-heure plus tard qu'effectivement, c'est Frédéric. Là, c'est un choc, c'est une sidération, on s'y attendait évidemment pas, on l'avait pas imaginé. Et tout de suite, après le choc, vient la réaction, comment on peut faire pour aider Maxime d'une certaine manière et sa fixeuse Oksana à ce moment-là. Donc il y a l'autre équipe, Sébastien et Dominique, qui sont partis chercher Maxime et Oksana, qui nous ont rejoints ensuite à Kiev. Et voilà. Maxime qui faisait partie de l'équipe. Qui faisait partie de l'équipe qui était avec Frédéric. Mais oui, c'était un choc énorme à la rédaction ici à Paris. Choc énorme aussi, évidemment personne ne s'y attendait, n'avait même pensé l'imaginer qu'un drame pareil puisse arriver, mais c'est arrivé chez nous et il a fallu gérer à ce moment-là, évidemment surtout pour la famille de Fred,
Et ça nous a tous marqués. C'est sûr que les fois d'après, on est retourné en Ukraine. Mais justement, est-ce qu'après on se pose la question, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'ai envie d'y aller aussi? Parce que depuis tout ce qu'on raconte tout à l'heure, on a presque tendance à oublier que la guerre est vraiment présente, parce qu'il y a une certaine lassitude, on le disait. Il y a une vie qui a repris aussi dans certaines villes, notamment à Kiev. Est-ce qu'on a tendance à oublier peut-être que c'est quand même la guerre, Nicolas ou Élise? Non, je pensais à la mort de Frédéric, donc du coup j'étais un petit peu... non mais c'est bien sûr terrible dans une rédaction quand on perd quelqu'un. Ici, donc on a vécu cette mort de Frédéric Leclerc-Imhoff. Moi j'ai perdu des bons copains, Pierre Billot d'RTL qui est mort en Afghanistan, c'était vraiment quelqu'un de très très proche. D'autres à Sarajevo, Paul Marchand qui est mort à Sarajevo à peu près. Enfin, donc ça touche, mais en même temps je vais dire un truc qui est un petit peu difficile à dire, mais dans la guerre, les journalistes ne sont pas les plus à plaindre, hein, ce sont les moins à plaindre. C'est-à-dire qu'on est les seuls qui avons choisi d'être là. Tous les autres, que ce soit les militaires ou les civils, ils le subissent, ils sont chez eux, c'est leur vie qui est foutue en l'air. Et nous, quand on en a marre, au bout de 3 semaines, on appelle la rédaction et on dit « je rentre ». Et donc on rentre. Donc, voilà. Et donc on n'est pas à plaindre. Et j'ai rarement... Quand ce sont des amis, des collègues, évidemment, on est touché, on est très triste. Mais globalement, quand j'apprends la mort à Kiev, pendant que j'étais, il y a un Ukrainien qui s'est fait tuer tout près de nous, un journaliste. Et le fait qu'il soit journaliste m'a pas plus touché que c'était n'importe quel civil. J'ai pas ce corporatisme de dire c'est terrible, les journalistes victimes de la guerre, etc. Non, toutes les victimes de la guerre sont à égalité, et les enfants d'abord, et les vieillards avant, bon. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu un moment de peur ou un gros coup de stress une fois sur le terrain? C'est arrivé effectivement quelques mois plus tard quand on était à Kherson où il y avait eu un bombardement russe relativement proche, et puis la dernière fois en février à Kiev où il y a eu une nuit où les Russes avaient bombardé à fond et avaient balancé pas mal des drones, des missiles sur la ville. On avait été réveillés en pleine nuit donc par les bombardements, par le bruit des bombardements, donc forcément ça impressionne toujours, hein. Et tu parlais de est-ce qu'on oublie la guerre? La vie reprend une certaine forme de normalité dans les villes ukrainiennes, parce qu'au bout de quelques mois, 2 ans, 3 ans, on ne peut pas continuer à être sur le qui-vive en permanence, mais les alarmes et les bombardements le rappellent à nous les journalistes, mais comme tu le disais, surtout à la population qui le vit tous les jours. La vie est modifiée, en tout cas je me souviens dans tes reportages où tu te rends dans un théâtre où les représentations reprennent, mais différemment, c'est-à-dire que c'est pas dans la grande salle, c'est plutôt dans la petite salle derrière, où là où on stocke d'habitude, c'est ça le décor, donc on sent que la vie continue, mais différemment en tout cas. Et qu'est-ce qui vous pousse à aller en Ukraine? Parce qu'on vous oblige pas à aller en Ukraine, c'est vraiment sur base de volontariat. Par exemple Théo, toi, qu'est-ce qui t'a fait dire j'y vais? Je pense que, alors personnellement, je pense qu'il y a une petite part aussi égoïste de je veux le voir par mes propres yeux, je veux essayer de comprendre, je veux voir comment ça se passe une guerre. Maintenant, ce qui pousse à y retourner, je pense que, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être un sentiment de plus d'utilité quand on est là-bas, mais après c'est peut-être un sentiment biaisé, mais le fait de se dire ok, moi personnellement quand j'y vais, je me dis je suis peut-être un peu plus à ma place, parce que j'ai le sentiment de donner le micro, on va dire, aux bonnes personnes, ou en tout cas de faire un travail qui permet de relayer vraiment ce qui se passe. Donc c'est peut-être ce sentiment-là qui me fait revenir régulièrement. C'est quoi? C'est rendre l'information accessible, peut-être? En fait, quand on est reporter, on a envie d'aller là où il se passe des choses intéressantes. Enfin, moi j'ai commencé dans l'information locale par des feux de poubelle et des accidents de la route, et puis progressivement, vous arrivez dans une rédaction nationale, vous couvrez des trucs, des machins, des mouvements sociaux, des dissolutions, des élections présidentielles, et puis un jour une guerre, et puis ensuite une autre, et puis après c'est vrai que quand on a commencé, après c'est pas qu'on y prend goût, parce qu'on prend pas goût à la guerre, mais on comprend que c'est moi c'est ce que je savais faire aussi. C'est ce que je savais faire, c'est ce que j'aimais faire, et d'aller là où il se passe les choses les plus surprenantes, les plus riches, les plus fortes, et de rentrer avec beaucoup de souvenirs, d'émotions, de trucs qui restent. Enfin voilà, je pense que si on est reporter, on a envie d'aller là où il se passe des choses importantes, Des fois, on est même prêt à faire des sacrifices, que ce soit annuler des vacances ou reporter des moments de vie personnelle, parce qu'on se dit c'est maintenant que ça se joue et il faut y aller, donc on fait des choix.
On parlait de retour, notamment. J'ai envie de m'intéresser aussi à ce retour en France, parce que j'imagine qu'il n'est pas évident. J'aimerais connaître votre J+1. Une fois que vous revenez de mission, ça fait 2-3 semaines que vous êtes en Ukraine, vous reposez les pieds en France. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a une cellule psychologique qui est mise en place. Comment ça se passe? Parce il y a des numéros qu'on peut appeler, mais il n'y a pas de. C'est en fonction des besoins de chacun. Tout le monde n'éprouve pas le besoin d'appeler un psy. Après une mission, on sait qu'on peut le faire. Il y en a qui l'ont fait. Je pense qu'on a été beaucoup à le faire après la mort de Fred, mais c'est pas systématique. Et heureusement, à chaque mission en Ukraine, on ne voit pas des horreurs à chaque fois. Parce qu'encore une fois, la vie reprend une certaine normalité. On interroge des gens, ils nous partagent leurs souffrances, leur quotidien. Mais heureusement qu'on ne voit pas des horreurs, des massacres à chaque fois. Donc, Moi, ce que j'ai appris, ça m'a pris du temps, hein, mais à la fin, j'ai appris, c'est à pas raconter tout le temps, tout de suite. Parce que quand on rentre, on a envie, ses proches, sa famille, même les collègues au bureau, de parler que de ça, forcément. Ouais. Alors, poliment, les gens vous demandent, ah bon, c'était comme en Kiev? Alors, on commence à raconter, et en fait, il faut savoir qu'ils vous l'ont demandé par politesse, pas pour que vous les gonfliez pendant 2 heures. Il y a un peu de curiosité vous avez envie de parler 2 heures. Et donc, et c'est frustrant, en fait, parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que les gens n'écoutent pas, qu'on les emmerde en leur racontant les horreurs qu'on a vues et tout. Et donc, si on se dit, OK, je raconterai plus tard, donc vas-y, et les enfants, comment ils vont, et comment ça se passe l'école, et ta maîtresse, elle est sympa, et au boulot, pareil, qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant que j'étais à Sarajevo? Ah bon, il y avait des inondations, c'était dur, il faisait pas trop froid, etc. Donc, et puis après vient un moment où vous tombez vraiment sur un copain qui a envie de savoir, ou sur ceux qui, par exemple, tous ceux qui sont allés au Rwanda, encore 30 ans après, ne parlent que de ça. Donc cette frustration qu'on peut avoir de ne pas être écouté tout de suite, on sait que sur le long terme, on l'aura. Et en fait, il faut parler à ceux que ça intéresse. Soit ceux qui connaissent, qui sont allés aussi, etc., ou à ceux qui ont leur cerveau disponible pour ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça fait du bien de parler. Mais il ne faut pas parler à quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre, sinon c'est pire. C'est pour ça qu'on a créé cette émission, finalement. Ouais. Normalement, si vous êtes encore avec nous, c'est que ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des moments où certains, on en parlait tout à l'heure, il y a des souvenirs qui reviennent d'un coup comme ça, ou qui peuvent aussi peut-être perturber, remettre en cause le fait d'y retourner un peu plus tard sur ce terrain de guerre? Non, moi, je me suis jamais dit que j'arrêterais d'y aller. On se pose la question à chaque fois, on évalue les risques, etc. Mais il n'y a pas eu d'événement, même la mort de Fred, qui m'a fait dire je n'y retournerai plus. Il y a quand même une pause entre 2 départs en Ukraine, j'imagine. C'est quoi à peu près? Ça se compte en semaines? Ça dépend des envies de chacun. Certains éprouvent le besoin ou pas forcément le besoin, mais se sentent capables d'y retourner rapidement. Il y en a d'autres qui préfèrent espacer les missions et attendre plusieurs mois. Et puis, on est très dépendant de l'actu. Donc, il y a un moment, il y a des séquences où on s'intéresse énormément à l'actualité en Ukraine d'un point de vue français. Enfin, en tout cas, depuis la France. Et donc là, on a des rotations, beaucoup d'équipes qui partent en permanence. Et puis des moments, typiquement en ce moment où on est sur une actualité très, très politique. Ouais. Et donc, où il y a moins d'équipes en Ukraine. Mais est-ce qu'on retrouve du coup cette même énergie quand on part sur un reportage plus commun, ou qu'on vous envoie par exemple toute la journée à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on retrouve cette même énergie que celle qu'on a, et cette même envie que celle qu'on a en Ukraine? Il faut un bon reporter, c'est celui qui est capable d'aller faire une grève à la SNCF le lendemain de son retour d'un terrain de guerre, parce que c'est pas un métier, quoi. On peut pas ne vouloir couvrir que de l'étranger, que du Moyen-Orient, que de l'Ukraine. Il faut être polyvalent. Et puis il faut avoir une curiosité pour tout. Faut rester curieux de tout. Moi, en ce moment, la crise politique, elle me passionne. Hein. Pendant qu'on parle, il se passe des choses à l'Assemblée. Dès qu'on va se quitter, je vais aller regarder ce qui se passe. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour vos précieux témoignages, vos récits qui sont vraiment passionnants. Et je trouvais ça hyper important de vous avoir tous les trois, parce que même si vous avez été sur les mêmes terrains, vous n'y avez pas forcément été en même temps, ou en tout cas vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Donc un grand merci, Elise Phillips, donc rédactrice à BFM TV, qu'on retrouve sur tous les terrains. Eh ben oui. Merci beaucoup Théo Touché, également JRI, donc journaliste reporter d'images derrière la caméra, et Nicolas Poincaré, rédacteur en chef de l'excellent magazine de reportage Ligne Rouge, qu'on retrouve tous les week-ends sur BFM TV. Tous les dimanches soirs à 21h.
Et puis également en replay sur bfmtv.com, sur les réseaux sociaux aussi, où vous pouvez retrouver pas mal d'extraits. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette première de retour de mission. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu sur les réseaux sociaux, à la commenter également. Et on se retrouve très prochainement pour un numéro 2. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.